Merci de nous rester fidèles, mesdames et messieurs. Bonsoir, il est l'heure du journal. Les titres. Harmoniser les points de vue sur les actions à entreprendre dans la relance du système sanitaire guinéen allant de 2015 à 2017 était sur table ce mercredi. Une rencontre pour, entre autres, trouver les stratégies de lutte contre l'épidémie d'Ebola. 2 rapports d'enquête sur les problématiques liées aux conditions carcérales et l'impunité face aux victimes ont été présentés ce mercredi par la justice guinéenne. 2 présumés voleurs ont été brûlés vifs par la population en colère qui les accuse de vol de mallettes. La scène s'est déroulée ce matin à Baïlobaya, dans la commune de Ratouma. Encore une fois, bienvenue à tous. Pour commencer, prison et victimes. Ce sont 2 rapports d'enquête présentés ce mercredi par la justice guinéenne. Ces rapports, élaborés par des commissions de réflexion et de proposition, traitent toutes les problématiques liées aux conditions carcérales et l'impunité face aux victimes. La cérémonie de présentation de ces rapports déroulée dans la salle d'audience de la Cour d'appel de Conakry a été présidée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Benoît Marsila, pour plus de précision. C'est après 9 mois de travaux effectués par les magistrats guinéens sur les problématiques des conditions carcérales et les victimes des violences en Guinée que ces 2 rapports ont été présentés ce mercredi par les commissions de réflexion et propositions mises en place à cet effet. Mandatées par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ces 2 commissions ont fait des diagnostics profonds des conditions carcérales et l'impunité qui constitue même le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire guinéen. Le premier rapport intitulé « La Guinée face à ses prisons » ressort que 1350 personnes croupissent aujourd'hui dans les prisons guinéennes. On a fait d'abord l'état des lieux pour dire sur une population carcérale de 3150 détenus, vous avez plus de la moitié qui sont des prévenus. Donc c'est que la chaîne pénale ne fonctionne pas. Vous avez des jeunes mineurs qui sont en prison depuis plus de 2 ans qui n'ont pas vu un juge. Le deuxième rapport fait sur les victimes relève que les manques de droits et de réparation des victimes ont créé le divorce entre les justiciables et la justice en Guinée. Il faut replacer le problème des victimes dans les circonstances réelles de la Guinée qui est la violence. Cette violence est née en Guinée depuis la période coloniale et que beaucoup de Guinéens sont morts dans le combat ultime de la quête de la souveraineté nationale. Les victimes et les ayants droit n'ont jamais eu droit à la vérité. Ils n'ont jamais eu droit à la justice et encore moins à la réparation. Et du simple fait que les autorités politiques piétinent la loi et méprisent ceux qui ont en charge de l'exécuter. Et dans ces conditions-là, comment voulez-vous qu'il y ait réparation ? Pour l'applicabilité de ces rapports, le garde des Sceaux promet de les distribuer aux autorités à tous les niveaux. Les 2 rapports vont être envoyés au Premier ministre pour l'exécutif et au président de l'Assemblée nationale pour le législatif. Je demanderai au président de l'Assemblée nationale de donner une copie à chaque groupe parlementaire, à chaque commission parlementaire, pour que les recommandations produites dans ces rapports puissent avoir applicabilité. Il appartiendra ensuite aux députés d'y travailler, de voir ce qui est intéressant pour le peuple de Guinée. Notre travail sera terminé dès lors que je vais apporter officiellement le document à l'Assemblée nationale. Ces documents qui devront certainement permettre à la justice guinéenne de relever les défis auxquels elle est confrontée ne seront-ils pas gardés dans les tiroirs au détriment des justiciables et de l'indépendance de la justice? C'est la question que se posaient plusieurs personnes dans la salle. Le verdict dans l'agression du journaliste de Guinée Matin par un militaire n'est pas tombé ce mercredi au TPI de Kaloum comme il était prévu. Le verdict a été renvoyé au 8 avril prochain pour illégalité du certificat médical de la victime. Nabi Kamara, Alpha Omar Bari. Ce verdict, qui était attendu ce mercredi au tribunal de première instance de Kaloum, a été renvoyé au 8 avril prochain pour illégitimité du certificat médical de la victime. Le dossier a été appelé aujourd'hui et renvoyé au 8 avril 2015 pour que l'expert qui a examiné l'état de santé physique de mon client suite aux coups et aux blessures qu'il a subies
je vais parler du médecin légiste, comparaisse devant le tribunal pour expliquer les circonstances dans lesquelles il a reçu ce malade, victime de coups et blessures, et les circonstances dans lesquelles le certificat médical établi le 20 février 2015 par son service a été établi. Comme dans les précédentes audiences, l'agresseur du journaliste de Guinée Matin était une fois encore absent ce mercredi dans la salle d'audience du TPI de Kaloum. Une absence dont se réjouit l'avocat de la victime. Je constate avec beaucoup de joie son absence. Ça, je vous le dis en toute sincérité. Eh bien, les conséquences, il les supportera. Ça, c'est clair et c'est net. Parce qu'en réalité, il est informé qu'il y a ce procès. Sa hiérarchie est informée. À la dernière minute, nous avons appris beaucoup de choses qui ne militent pas en sa faveur. Mais je sais quand même qu'il est dans son trou en train de méditer sur son sort. Ça, je sais. A rappelé que le journaliste Abdoulaye Oumousso a été tabassé et molesté par l'adjudant-chef à Tambassa Keïta. C'était lors de la marche de la société civile guinéenne le 19 février dernier. La société civile guinéenne poursuit son tour d'horizon des QG des partis politiques de l'opposition après l'UFR, le PEDN et la COEP. Les membres de la synergie d'action pour la paix se sont rendus au QG de l'UFDG ce 1er avril. Au cours de cette rencontre, la société civile guinéenne a rassuré Cellou Dalein Diallo qu'elle jouera son rôle en toute neutralité. Oulématou Kourou Diallo. C'est face à la crise sociopolitique guinéenne qui risque de se cristalliser que la synergie d'action pour la paix a rencontré ce mercredi le chef de file de l'opposition. Cette rencontre avait pour objectif d'appeler les acteurs politiques à privilégier le dialogue pour une sortie de crise apaisée. Nous avons rassuré Monsieur le Président de l'UFDG que la société civile jouera et continuera à jouer en toute indépendance et en toute neutralité son rôle en nous adossant à nos lois et engagements pris par les uns et les autres. Nous avons rassuré tous les partis politiques également que la vérité, toute la vérité soit dite par la société civile et que des propositions concrètes seront faites, élaborées par la société civile pour que la gouvernance démocratique, l'état de droit soit aussi une réalité dans notre pays. Cette démarche de la société civile guinéenne a permis à Cellou Dalein Diallo de s'expliquer sur le rôle qu'elle doit jouer. Je ne sais pas qu'est-ce que la société civile va en faire. Je pense qu'elle va continuer ses consultations. Après avoir fini les consultations, peut-être qu'elle va prendre une position. Je pense que cette position, je souhaite vivement que cette position soit une position objective. Il faut que nous nous investissions pour que les lois de la République soient respectées dans nos pays. Le président de l'UFDG estime que la responsabilité de cette crise doit être attribuée au pouvoir et à la CENI. Nous n'avons pas besoin de cette crise. Mais il faut dire aussi que la responsabilité de cette crise n'est pas partagée. Elle incombe à l'État, au gouvernement et à la CENI. Pourquoi n'avoir pas ouvert le dialogue? Pour expliquer au moins pourquoi on n'a pas appliqué les dispositions des accords, pourquoi on ne peut pas appliquer la loi, et qu'ensemble, on examine les arguments développés par le gouvernement et qu'on trouve des compromis, des consensus. A signalé que l'opposition guinéenne commence ses manifestations à compter de ce jeudi 2 avril par une journée ville morte. Je vous l'annonce en titre, la deuxième consultation nationale pour la finalisation du plan de relance du système de santé en Guinée sur une période de 2015-2017 a ouvert ses travaux ce mercredi à Conakry. Cette consultation vise à harmoniser les points de vue sur les actions à entreprendre pour la relance du système de santé ainsi que les modalités de financement et de stratégie pour la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Abakar Sidikemane.
Cette deuxième consultation nationale, qui se déroulera sur 2 jours, devra aboutir à la finalisation de la politique nationale de santé et des orientations claires pour l'élaboration du plan national de développement sanitaire 2015-2024 avec un focus sur sa mise en œuvre qui constitue le plan de relance du système de santé affecté par l'épidémie d'Ebola. La Guinée, depuis 30 ans, utilise un système basé sur les soins de santé primaires et de districts sanitaires. Au regard de cette réalité, il est important de baser les efforts de reconstruction du système sur ses acquis. Pour cela, la Guinée devra mettre l'accent sur certaines mesures. Le relèvement du niveau de financement du secteur de la santé pour se rapprocher des 15% convenus à Abuja, au Nigeria, la négociation avec les institutions financières internationales pour le recrutement, la rémunération adéquate et la formation du personnel de santé, la réhabilitation et l'équipement des infrastructures sanitaires en vue de l'amélioration et de l'accessibilité aux soins et services de santé de qualité. Le succès dans l'atteinte des résultats liés aux 2 premières priorités dépend largement de l'amélioration globale de la gouvernance du secteur de la santé. Doter la Guinée d'un système de santé efficace pouvant faire face à tous les obstacles, voilà le défi que le département de la santé entend relever. La prise en charge des indigents et groupes cibles au moyen de la politique et de la gratuité, le tout dans la perspective de la marche vers la couverture universelle sanitaire. Ces priorités sont d'actualité et constituent la base de programmes de santé basés sur la performance avec des objectifs et indicateurs précis et clairs pour tous. La réussite de cette consultation nationale pour la relance du système de santé guinéen est au cœur des priorités du gouvernement. Tout au long du processus d'élaboration de ce plan de relance, vous avez clairement privilégié une approche participative pour obtenir un document consensuel dont la mise en œuvre contribuera à l'amélioration de l'état de santé de la population. Dans le cadre de ce combat qui engage l'action gouvernementale dans tous les secteurs de développement, le relèvement du système de santé constitue une priorité. La présente consultation nationale, qui regroupe d'éminentes personnalités politiques de la société civile et du monde scientifique et technique, ainsi que les bailleurs de fonds, est une opportunité pour harmoniser les points de vue sur les actions à entreprendre, ainsi que sur les modalités de financement des stratégies de lutte contre Ebola et du relèvement du système de santé. Ces assises qui regroupent les professionnels de la santé en Guinée serviront à la poursuite de la préparation de la relance du système de santé et s'inscrivent également dans le cadre de la préparation de la session ordinaire de la conférence internationale de la Banque mondiale sur l'épidémie d'Ebola le printemps prochain. Dans cette édition également, le projet Partenariat Recherche Environnement Média PREMA en abrégé vient de clôturer sa séance de formation des femmes des îles de Tristao, une formation qui était axée sur la culture et la transformation de la plante moringa. Kerno Fali Diallo. C'est dans le souci de la préservation de l'environnement que le projet Partenariat Recherche Environnement Média a organisé des séances de formation à l'endroit de 4 groupements des femmes des îles Tristao. Il s'agissait entre autres de les outiller en techniques de culture et de transformation du moringa. Nous avons initié ce projet, c'est pour un peu assister les femmes des îles Tristao, parce que c'est des zones très éloignées de la capitale Conakry, mais des zones aussi précaires. Il faut procéder à des solutions alternatives. C'est pourquoi le PREM étant sur le terrain, nous avons eu l'initiative de mettre en place ce projet sur la culture et la transformation du moringa. La particularité de cette initiative est d'autonomiser ces femmes après les avoir formées. Nous avons adopté une politique dans ce projet. On a mis les bénéficiaires à l'œuvre pour qu'en fin de projet, elles puissent se prendre en charge. Mais nous allons les suivre encore pendant une période donnée afin de nous rassurer que vraiment les résultats qui sont acquis sont vraiment à préserver. Selon le secrétaire exécutif du PREM, les femmes des îles Tristao ont été formées en plusieurs techniques et elles commencent déjà à faire leurs preuves sur le terrain. Elles ont reçu beaucoup de formations, c'est-à-dire qu'il y a des étapes, puisque c'était la reforestation, donc le reboisement, avec une plante d'ailleurs qu'on n'a pas importée, qui existait sur les îles de Moringa. On a envoyé un agroformateur. On a commencé par les pépinières. Comment faire le compost? La transplantation
de la pépinière vers une plantation définitive aussi, avec aliment des arbres. Quand vous voyez les plantations aujourd'hui, vous êtes vraiment satisfait. Le choix du moringa n'est pas vain, selon le secrétaire exécutif du PREM. On a pensé au moringa, qui est une plante utile et qui combine en ce moment deux avantages. D'abord, c'est la reforestation même, donc c'est la reforestation du couvert végétal, donc c'est, si vous voulez, la conservation du milieu, et les produits qu'on récolte, la poudre qu'on récolte, les fruits qu'on récolte, apportent de l'argent aux femmes. Ça, c'est sûr. Et elles ont commencé déjà à bénéficier de ça. Les participantes à ce projet saluent cette initiative qui leur a permis de sortir de l'ombre. Ce projet a une grande importance pour nous. On n'a pas commencé à avoir de l'argent d'abord, mais il nous a permis de sortir de l'ombre et d'acquérir assez de connaissances. Le PREM a également offert des boîtes d'emballage aux femmes pour la conservation de la poudre du moringa et une remise de satisfecit aux participantes a couronné cette rencontre. Autre titre de cette édition, deux présumés voleurs calcinés ce mercredi au marché Baïlo-Baya par la population après qu'ils aient dérobé la mallette d'un usager qu'il aurait suivi depuis sa banque à Guéretouba. On se croirait dans un film d'horreur, mais ce n'en est malheureusement pas un. Ces corps carbonisés sont bien réels. C'étaient ceux de deux soi-disant voleurs à la tire, brûlés vifs mercredi à Baïlo-Baya après avoir été battus à sang par la population. Ces deux hommes ont été pris en chasse après qu'ils aient, dit-on, dérobé la mallette d'un agent commercial. La victime explique. Je me suis garé à Cimetière Carrefour, vers de la station. La voiture était fermée, mon côté vitre était descendu. Donc je me suis garé, je voulais payer le pain. Donc en ce temps, j'ai donné l'argent à la femme et il voulait me chercher la monnaie. Donc en ce temps, bon, avant que la femme vienne avec la monnaie, il y a deux personnes qui sont venues sur la moto, ils sont ouvert la porte. Et puis prenez le sac et mettre entre les deux personnes et puis fuir. Il y avait les policiers, plein de policiers qui étaient arrêtés. Je leur ai dit Mouyati, il faut les arrêter, il faut les faire arrêter. Parce qu'avec la voiture, c'était allumé. Pour moi aussi, laisser la voiture, ils vont voler aussi. Donc je suis venu avec la voiture et puis je leur ai dit à le mototaxi de suivre les gars. Si on les trouve, je vais leur donner quelque chose. Bon, en ce temps, ils sont suivis les deux personnes, ils sont fait arrêter, ils sont fait terrasser les gens, ils sont fait tomber le sac. Donc il y a un mototaxi aussi qui a pris le sac, monté. Donc les deux personnes là, les populations sont sorties, j'ai tout fait. Bon, même moi, j'ai dit que je vais les prendre sur la voiture, aller à la police. On dit que quand je prends, ils vont gâter ma voiture. Ils sont même cassés mon vitre avec beaucoup de parties à ma voiture. Une thèse que confirme cette citoyenne. Ils ont poursuivi le vieux de sa banque à la cimenterie. Ils ont pris sa mallette et se sont enfuis. Les taximoteurs les ont poursuivis jusqu'au marché de Baïlo-Baya où les jeunes révoltés les ont battus et brûlés. Ils n'ont pas accepté que le vieux amène les voleurs au commissariat car ils disent qu'il y a trop de voleurs actuellement. Ali Moukaba dit avoir perdu environ 5 millions de francs guinéens et d'importants documents. L'une des vitres de sa voiture a aussi été brisée par la population en colère. Une population dont l'agent commercial, tout comme d'autres citoyens, n'apprécie pas la manière dont elle a traité les incriminés. Il fallait, selon eux, laisser la justice jouer son rôle. Ils étaient beaucoup blessés. C'est ça que tu as vu mon cher, surtout c'est le sang. Donc je leur ai dit que je vais mettre un dans mon coffre. Le deuxième est venu, bon, je voulais mettre, les populations sont venues, ils disent qu'ils vont brûler ma voiture, si je n'ai pas fait les descendre, ils sont fait descendre, moi aussi j'ai pris la voiture et pas aller. Je peux dire que c'est pas normal, qu'on m'a dit que de quitter, que c'est pas mon problème. On devait les arrêter, qu'on dit à la gendarmerie la plus proche. Dans
cette édition également, un terrain vendu en 2006 à la cimenterie oppose toujours une famille à Conakry. Sidiba, le cédant, aurait revendu son terrain devant un notaire à Amadou Mouktar Diallo. 3 ans après, ce nouveau propriétaire sera déguerpi du domaine par le pouvoir militaire en 2008 à la faveur d'une opération des liens de l'État de plainte en plainte. Aujourd'hui, l'affaire est devant la justice. Le premier propriétaire Sidiba est sous les barreaux et sa maison à Lambagné a été récemment saccagée par des gendarmes qui seraient délégués par Amadou Mouktar Diallo. Reportage Abdourahmane Ba. Cette maison entièrement décoiffée et saccagée est l'une des conséquences de cette opposition foncière. Ici habitait la famille de Sidiba, le cédant du terrain avant que des gendarmes accompagnés par certains loubards ne firent une descente musclée pour déguerpir les occupants. C'est en 2006 que cette affaire a trouvé sa genèse quand un terrain se trouvant à la cimenterie a été vendu à Amadou Mouktar Diallo par Sidiba, un terrain qui a été repris en 2008 par le CNDD dans une opération de récupération des domaines de l'État. Pourtant, la famille qui se dit victime explique que lorsqu'elle cédait le terrain, il n'avait aucun problème autour. Le terrain n'avait aucun problème parce que l'acheteur a même vérifié au niveau du ministère de l'Urbanisme, ils ont trouvé qu'il n'y a aucun problème. Et la personne qui a acheté est restée sur ce terrain pendant 3 ans. Vu qu'il ne peut pas se retourner contre l'État, il s'est retourné contre celui qui a vendu un terrain qui portait avec un titre foncier. Et pendant tout ce temps, il s'est mis à torturer cette personne parce que la personne n'a pas de moyens et que lui, il a des moyens, il a des relations jusqu'à aboutir ici. Il y avait même des personnes malades qui étaient quittées au village venir rester ici. Il y avait plus de 8 enfants ici scolarisés. Et un bon matin comme ça, avec des gendarmes, ils sont venus, ils ont débarqué, ils ont vandalisé la maison, torturé, effrayé tous les enfants, saccagé tout. Les équipes de gendarmes et les loubards auraient même volé certains biens. Évidemment, ils ont volé parce qu'ils n'étaient pas venus seuls, c'était venus avec des loubards. C'est eux qui ont fait tout ça parce que les corabiers, ils étaient là, ils surveillaient tout et les loubards ont tout cassé, ils ont tout volé. Poursuivant, Mamadou Ba dit ne pas comprendre l'attitude de Mamadou Mouktar Diallo. Il pointe aussi du doigt le silence coupable de la justice qui ne joue plus son rôle. S'il a perdu, ce n'est pas à cause de l'autre. C'est l'État avec le régime de Dadis qui l'a arraché. Si vous voyez tout ça, c'est parce qu'il y a un abus de pouvoir. Et il compte aussi ses moyens et comme aussi il y a une faiblesse de justice qui voit les réalités en face et qui ne dénonce pas. Aujourd'hui, cette famille ne souhaite que l'intervention de l'État pour trancher dans cette affaire. Ce que moi je demanderais à l'État, c'est que l'État intervienne dans ce problème-là. S'il y a une défaillance au niveau de la justice, tout ça remonte au niveau de la République. Et donc tout ce qu'on demande, c'est que la République s'engage dans ce problème et qu'ils aident à résoudre le problème avec la justice en avance. Qu'en pense le camp d'en face? Pour l'heure, toutes nos tentatives pour les rencontrer sont restées vaines. Direction l'intérieur du pays, le ministre des Travaux publics, en compagnie d'une mission de contrôle, a récemment visité les chantiers de réhabilitation des axes Kankan-Mandiana et Kankan-Kissidougou. Ces routes entamées devraient favoriser la fluidité du trafic urbain et international. Lansana Traoré. Mohamed Traoré se veut homme de terrain que bureaucrate. C'est dans cette optique qu'il s'est rendu sur le site de l'axe Kankan-Mandiana en réhabilitation, long de 100 km. Cette route est une branche de la route internationale qui quitte Odjéné en Côte d'Ivoire pour passer par le Mali avant de rejoindre la transsaharienne. Une occasion pour le ministre des Travaux publics de revenir sur ses réalisations. Kankan-Mandiana qui doit continuer parce que ça s'arrête à 100 km. On a besoin de 60 km supplémentaires pour rattraper la transaérienne. Et du côté de Kissidougou, vous avez cette nationale Kankan-Kissidougou. Et vous avez le début, les 32 premiers kilomètres de Kankan vers Zérékoré qui sont en cours de construction. Et nous sommes en train de mener des démarches pour voir toutes les éventualités, toutes les possibilités, comment on va construire cette route de Kankan jusqu'à Beila. Les travaux vont bon train sur la nationale Kankan-Mandiana selon les responsables de l'entreprise qui exécute ces travaux. Les travaux avancent très bien, suivant le cahier de charge. En termes de terrassement, parce que nous avons l'ordre pour la tranche ferme de 40 km, du PK0 au PK40. Au jour d'aujourd'hui, on peut vous dire que le terrassement est à terme sur les 10 premiers kilomètres. Et encore, ce qui est plus compliqué dans les travaux routiers, c'est l'assainissement, les ouvrages d'évacuation d'eau. Sur 58 ouvrages du PK0, PK40,
Nous avons aujourd'hui, nous sommes en train de couler, mais 3 dallos sont déjà coulés à la date d'aujourd'hui. Et tous les jours que Dieu fait, avec tout l'équipement disponible, on va y arriver peut-être à la fin du mois prochain. Sur ces chantiers, les entreprises en charge des travaux travaillent dans les normes, à en croire le directeur national des infrastructures. Je trouve les travaux faits dans les règles de l'art et je certifie ça par les rapports que nous recevons de la mission de contrôle qui est sur place. L'homme de terrain s'est rendu également sur l'axe Kankan-Kissidougou qui est en réhabilitation avec l'entreprise Ebomaf, un chantier en pleine mutation. La ministre des Sports a tourné ce mercredi dans plusieurs universités de la capitale. Dominique Doré est allé inviter ces institutions d'enseignement à participer à la célébration de la journée internationale des sports prévue le 6 avril prochain au stade de Nongo. Mania Kondi. Le sport au service de la paix et du développement, tel est le thème retenu en Guinée pour la célébration de la Journée internationale des sports prévue le 6 avril prochain. Un thème en rapport avec la situation actuelle du pays qui permettra à la ministre des Sports de passer des messages de réconciliation nationale, de pardon, mais aussi de lutte contre Ebola aux jeunes qui restent d'ailleurs ses principaux cibles. Pour y parvenir, Dominique Doré a visité ce mercredi 6 institutions d'enseignement supérieur de la capitale. Objectif, inviter et préparer les jeunes étudiants à la célébration de cette journée internationale. De Symphonia en passant par Cheikh Modibo, l'ISEC, Unique, Mahatma Gandhi, jusqu'à l'Université générale Lansana Conté de Lambani, Dominique Doré s'est exprimé aux étudiants en ces termes. La journée internationale du 6 avril verra la participation massive des étudiants et étudiantes. Je pense que cette jeunesse guinéenne responsable que représentent nos étudiants et étudiantes devrait profiter de cette journée internationale du sport pour l'exprimer de façon assez récréative, instructive, mais surtout donner corps au thème de cette année, c'est-à-dire mettre le sport au service du développement et de la paix. Je disais tantôt que s'il y a un parti politique qui aujourd'hui fait l'unanimité en Guinée, c'est le sport. Et je voudrais que nous le démontrions à l'occasion parce que notre pays en a besoin. Depuis sa nomination à la tête de ce département, Dominique Doré travaille d'arrache-pied pour l'émergence du sport guinéen. C'est pourquoi partout dans les institutions d'enseignement visitées, le soutien est resté indéfectible. Et nous sommes tous invités, on ira en grand nombre, comme d'habitude. L'université de Symphonia n'est jamais restée en reste dans ces manifestations. Et on fera en sorte, n'est-ce pas, qu'on soit reconnu également de ce point de vue. Alors, le ministre m'a glissé à l'oreille qu'on voudrait diversifier le sport. Ça, c'est une très bonne chose. Et c'est une chose qui dépasse le cadre restreint du sport. La diversification, elle concerne tous les domaines d'activité du pays. Et je loue l'initiative de la ministre dans ce sens-là. C'est le nouveau stade de Nongo qui abritera cette journée internationale des sports. Occasion pour les jeunes de vendre leur talent au public à travers les différentes compétitions qui seront organisées. Du 9 au 12 avril prochain va se tenir à Abidjan, capitale ivoirienne, la première édition du Festival international de reggae. Ce festival sera doublé d'un colloque international entièrement dédié au reggae. C'est l'artiste guinéen Mouktar Souma alias Takana Zayon qui va représenter la Guinée à ce grand rendez-vous culturel. Il était ce mercredi avec le secrétaire général du ministère de la Culture, chez le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune pour le faire part de l'invitation. Marie-Chila Fofana. Le reggaeman guinéen Takana Zayon va représenter la Guinée à la première édition du Festival international de reggae à Abidjan. Ce festival dénommé Abi Reggae et premier du genre sur le continent a pour ambition de perpétuer cette musique venue de la Jamaïque dans les mœurs des Africains. Takana Zayon compte bien apporter une touche particulièrement guinéenne à ce festival. Yaman, c'est de juste donner une bonne image de la Guinée à travers mon art, à travers ma discipline, et qui est le reggae. C'est ce que je chante, comme je vous l'ai dit, depuis mon premier album. Je suis connu dans le monde internationalement à cause du reggae, c'est pas à cause du dancehall ni du rap. Donc je suis chanteur de reggae et mon rôle c'est de faire briller la Guinée pendant ce festival et sur les scènes.
Cette participation de la Guinée à un tel événement culturel est un signal fort pour les autorités du pays. Aujourd'hui, Takana est vraiment vu comme l'un des meilleurs règlements d'Afrique, et qu'il soit choisi pour représenter la Guinée, c'est une fierté pour nous au ministère de la Culture, parce que ça prouve que la culture a sa place, n'est-ce pas, dans le concert des nations, et surtout la culture guinéenne. Notre pays a été connu culturellement de par le monde, et d'avoir un talent aussi immense de talent de Takana, il est extrêmement important, et nous le félicitons, nous l'encourageons, parce que c'est aussi une consécration de son travail. Parce que s'il n'avait pas travaillé, s'il n'avait pas été très créatif, s'il n'avait pas été sérieux dans ce qu'il faisait, je pense qu'il n'aurait pas eu cette reconnaissance africaine et mondiale aujourd'hui, d'être sur la même scène que des artistes de renommée internationale. Takana Zion et son staff ont bénéficié de 3 billets d'avion aller et retour pour le festival de la part du ministre de la Jeunesse. Une manière pour lui d'encourager les efforts de cet artiste talentueux qui va défendre les couleurs de la nation guinéenne. Avant de boucler cette édition désormais de coutume, à travers le monde, le 1er avril est traditionnellement le jour des canunars. En cette journée, chacun peut s'en donner à cœur joie. Dans le registre de farce, faux reportages dans la presse, les plaisanteries entre adultes ou encore poissons du papier accrochés dans le dos par une main d'enfant sont à l'honneur. Sarah Camara. Appelé Sanakuya en langue vernaculaire ou plaisanterie en français facile, le poisson d'avril est fait chaque 1er avril. Cette tradition très ancienne est aujourd'hui répandue dans de nombreux pays. Elle met en valeur blagues et canulars au programme d'une journée placée sous le signe de l'humour. Bon, j'avais tenté des campus pour la France. Je vais essayer d'appeler mes amis pour leur dire que je suis admis pour ces campus. J'ai eu des appels qui m'ont dit que j'ai perdu des proches à l'intérieur. Donc il m'avait fallu chercher des transports pour me rendre là-bas. Et quand je me suis rendu, j'ai trouvé que c'était faux. Mais j'avais trouvé que c'était le mois d'avril, mais c'était trop tard. Le poisson d'avril, c'est aussi de valoriser la personne concernée par la rumeur avec pour but de s'amuser, mais pas d'embarrasser. C'est ma femme, on m'avait dit qu'elle avait fait l'accident à Kankan, donc j'étais à Conakry. Heureusement pour moi aussi j'allais faire l'accident. Parce que quand on m'a informé, j'étais bouleversé. Donc on a donné le téléphone à un faux médecin qui s'est dit que ma femme est hospitalisée. J'étais très choqué. Après quand j'ai su ça, franchement je l'ai même coupé la parole 3 jours. Parce que j'étais dépassé. La particularité d'un poisson d'avril est l'exclamation que l'on pousse une fois qu'une plaisanterie est découverte. Donc au début, franchement, ça nous rend dingue, on peut dire comme ça. Parce que là, tu ne t'attends pas, n'est-ce pas, à ce genre de choses. Donc dès qu'on t'annonce seulement la nouvelle, vous comprenez ce que ça fait. Mais par après, maintenant, si on se rend compte que c'est vraiment le poisson d'avril, on n'a rien à faire sauf rigoler maintenant. Ah, c'est pas bon. Hein? Parce que quand tu fais poisson d'avril à quelqu'un, regardez ce qui s'est passé à Sigri. Quand on a dit que les Chinois sont partis à Kankan, à Sigri pour acheter les habits anciens et les cancrelats. Donc les gens ont considéré ça. La population est partie chercher, il y a d'autres qui sont partis chercher les cancrelats là dans les trous. Donc soi-disant qu'ils vont vendre. Mais c'était faux. Aux dernières nouvelles, la journée ville morte prévue ce jeudi est annulée. Autour d'une table de dialogue ce mercredi, les acteurs politiques ont enfin trouvé un consensus pour le bonheur de la Guinée. Belle carpe à déguster. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que nous vous quittons au compte de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous.